souhaitons passer d'un système assurantiel à un système universel de financement, notamment de la protection sociale, parce que effectivement, les choses ont changé depuis 1945. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a moins d'actifs qu'il n'y en avait hier, et que par ailleurs, les personnes, et c'est heureux, vivent plus longtemps. La vérité, c'est que si les équilibres des comptes sociaux ont été constatés, c'est bien parce qu'il y a eu une réforme des retraites dans les années 2007, 2008, 2009, 2010. Et en même temps d'avoir l'encouragement au travail. Donc nous assumons cet encouragement au travail. Le gouvernement s'évertue à appeler la rénovation des relations financières entre la sécurité sociale et l'État, soit l'institutionnalisation du principe des vases communicants entre les comptes de la sécurité sociale et le budget de l'État, soit encore la mise sous tutelle, certains l'ont dit, autres que nous, de Bercy sur la santé des Français. C'est la fin de l'autonomie budgétaire de la sécurité sociale qui avait été, entre autres, sanctuarisée par la loi Veil de 1994. Madame la ministre, monsieur le ministre, vous vous êtes appuyé dès la discussion générale sur les exceptions qui ont eu cours par le passé en matière de non-compensation. Quelques exceptions en 24 ans, celles-ci ne justifient en rien qu'aujourd'hui vous en abandonniez le principe même et que vous en mettiez en place un autre et construisez donc une nouvelle règle pour l'avenir. C'est un tournant que nous estimons, nous, antisocial de l'assurance maladie, qui est à rapprocher, d'ailleurs vous l'avez fait tout à l'heure, de la réforme de l'assurance chômage pour laquelle le gouvernement exige des partenaires sociaux 4 milliards d'économies après le basculement de son financement par l'impôt au lieu des cotisations sociales. L'objectif prioritaire est la recherche d'économies aux dépens du modèle social. Tout se tient pour dessiner les contours d'une protection sociale du XXIe siècle qui a été annoncée par le président de la République et qui serait donc largement rétrécie. Votre conception de la protection sociale, nous le craignons, c'est le basculement vers un système d'assistance universelle, mais universalité ne doit pas vouloir dire baisse de la qualité, une prise en charge minimale par les pouvoirs publics et à compléter, si tant est qu'on en a les moyens, par des assurances complémentaires privées généralisées à tous les pans de la protection. Ce n'est pas notre conception de l'organisation de la protection sociale pour le XXIe siècle, d'où cet amendement de suppression. L'amendement a pour objet d'instaurer une participation exceptionnelle des organismes complémentaires d'assurance maladie à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale pour 2019. Madame la ministre, quel est l'avis du Gouvernement ? Je vais demander un retrait, sinon rejet, puisque votre amendement vise à augmenter fortement de 13 à 18% le taux de TSA applicable aux contrats responsables. Ça augmenterait de plus de 1,5 milliard le rendement de la TSA pour la seule année 2019. Là, nous sommes absolument certains, parce qu'en plus on ne l'aura pas négocié, que ça va augmenter le coût des complémentaires santé pour les usagers, et donc je ne peux y être malheureusement que défavorable. Je vous propose un retrait. Je vais mettre aux voix l'amendement de la commission avec un... Monsieur le rapporteur, je vous en prie. Bon, on n'a pas tout à fait les mêmes chiffres, Madame la ministre. Nous, on est plutôt à 1 milliard, mais qu'à cela ne tienne, je dis à ce niveau-là, évidemment, quand effectivement vous dites que les complémentaires rechignent à payer 250 millions, je crois que ce n'est pas légitime dans cette affaire. Quand on sait ce que rapportent les cotisations plus exactement et que le chiffre d'affaires global de ces complémentaires mutuelles et assurances comprises, c'est plus de 30 milliards, 36 milliards. Vous me le soufflez. Et quand on sait aussi qu'il y a 20 à 25% de frais de gestion, moi j'en appelle l'engagement citoyen responsable de ces organismes. Nous avons décidé de proposer cette offre dans le système français où l'assurance maladie rembourse en gros 75% des dépenses de santé et les complémentaires les 25% restants. Donc nous avons réparti cet effort de 1 milliard d'euros pour absorber ce reste à charge qui aujourd'hui incombe aux Français et qui maintenant va être pris en charge aux 3/4 par l'assurance maladie et pour 1/4 pour les complémentaires santé. Donc 250 millions d'euros pour les complémentaires, 750 millions d'euros pour l'assurance maladie. 36 milliards de chiffre d'affaires, c'est 0,14%. Nous avons, dans la négociation que nous avons menée avec l'ensemble des professionnels, vérifié où étaient les marges de manœuvre sur chaque filière avec tous les professionnels concernés. Et nous leur avons demandé à tous de faire un effort. Également des marges de manœuvre sur leurs frais de gestion. Et donc,
Voilà, nous avons eu l'assurance que cela serait intégré dans les hausses naturelles des prix, qui est liée simplement au fait que le coût de la santé augmente chaque année du fait du vieillissement de la population. Ceux qui ne voudront pas le 100% santé, mais voudront accéder à une offre de lunettes libres, je parle de montures, verront leur plafond de remboursement diminuer de 50 €. C'était une façon d'absorber le coût global de la réforme. On a cherché des équilibres globaux. Il y a un comité de suivi, il y a un observatoire des prix qui va être communiqué au comité de suivi, rendu public. Et notre idée, c'est que si certains ne jouent pas le jeu, eh bien, nous irons vers des mesures peut-être un peu plus coercitives, si je puis dire. Nous devons faire de la pédagogie vis-à-vis de nos concitoyens qui vont aussi par facilité aux urgences. Nous savons que à peu près 20% des urgences n'ont rien à faire aux urgences, c'est lié à l'absence de soins non programmés. Mais dans ces 20%, il y a franchement un petit pourcentage de gens qui exagèrent, qui viennent pour des renouvellements d'ordonnances. Alors, on peut caricaturer cette mesure à l'envi. On peut dire qui va examiner les malades, on va renvoyer des gens avec l'infarctus. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une expérimentation avec un cadrage qui permet de faire de la pertinence et de financer la pertinence. Parce que, quelque part, la pertinence, ça veut dire accepter de ne pas être rémunéré pour un acte qu'on ne fait pas. C'est pas très incitatif d'être pertinent dans notre métier. Et donc, quand on veut changer les modes de tarification, il faut accepter de financer les gens qui ne font pas. Parce que la personne qui va renvoyer quelqu'un en disant « vous n'avez rien à faire aux urgences, on va vous trouver une maison de santé pluriprofessionnelle ouverte dans votre quartier », ça va être un temps de négociation et nous souhaitons favoriser cela pour les quelques services d'urgence qui, dans des territoires où il existe une offre de soins, on ne va pas le mettre en œuvre. Enfin, vous pouvez caricaturer et penser qu'on est idiot et qu'on va mettre ça en œuvre dans des endroits où il n'y a pas d'offre de soins. L'idée, c'est de choisir les quelques territoires dans lesquels ça peut avoir un intérêt, de le cadrer évidemment pour qu'il n'y ait aucune perte de chance pour les malades. L'enjeu n'est évidemment pas de passer à côté d'un diagnostic grave. Mais enfin, il y a quand même des gens qui viennent pour de la bobologie. Ça peut être une petite plaie, ça peut être une entorse de cheville banale. Nous pouvons avoir à aller chez le docteur, ça peut nous arriver. Si vous arrive quelque chose un dimanche en Seine-Saint-Denis, évidemment, votre médecin traitant n'est pas ouvert, n'est pas disponible. Puis, vous avez mal, ça peut être votre enfant, ça peut être un parent, vous êtes inquiet, vous pouvez appeler SOS médecin. Mais en Seine-Saint-Denis, il ne se déplace pas. C'est ça la réalité aujourd'hui. Il ne se déplace pas. Et des exemples, j'en ai beaucoup. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez une seule solution, c'est d'aller à l'hôpital. Et on sait qu'on va surcharger les urgences et que parfois, régulièrement, ça ne relève pas d'une urgence. Mais quand vous avez un enfant de 3 mois, vous êtes papa pour la première fois, il a 42 fièvres, vous êtes un peu en flip. La deuxième fois, on vous dit, vous le mettez dans l'eau et ça va passer, voilà, bon. Mais la première fois, faut pas le noyer, faut faire baisser la température, on est d'accord. Mais la première fois, vous êtes en flip. Non mais je dis ça, c'est la vie réelle. Vous avez besoin d'un avis médical. Et SOS médecin ou les pompiers ne se déplacent pas. Surtout la nuit en Seine-Saint-Denis. Donc vous allez aux urgences. Et dernièrement, il faut s'attaquer au nœud du problème. J'entends que c'est 300 millions d'euros d'économie. Et donc on va me dire encore, ben oui, mais il faut bien qu'on trouve de l'argent. Et on va se réattaquer à la même chose et on va vous ressortir le même argument. De l'argent, il en existe beaucoup. Mais il faut aller le prendre là où il existe. L'ISF, un autre exemple. 80 milliards d'euros d'évasion fiscale. Est-ce que nous irons pas là sur le vrai problème? Évidemment, c'est pas que le PLFSS, c'est le PLF. Mais l'argent existe dans ce pays. S'il y a bien une chose que la majorité d'hier a mal faite, c'est bien d'avoir supprimé les heures supplémentaires désocialisées et défiscalisées pour les ouvriers et pour les employés de notre pays. Et s'il y a bien une mesure qui a profité aux ouvriers et aux employés de ce pays, c'est le fait que les heures supplémentaires étaient à la fois défiscalisées et désocialisées. Et la mesure des heures supplémentaires désocialisées est qu'une des mesures que le gouvernement a présentées. Il a proposé la suppression des cotisations salariales et maladies qui ont vu une augmentation du pouvoir d'achat de nos concitoyens depuis le mois d'octobre. C'est d'ailleurs pour ça, je le dis, notamment à cette partie-ci de l'hémicycle, que nous n'avons pas fait le choix de la défiscalisation en même temps que la désocialisation et que les mesures en termes de recettes
fiscales que nous refusons de toucher, qu'il s'agisse de l'État pour l'impôt sur le revenu ou des cotisations sur les heures supplémentaires désocialisées, elles sont davantage plus généreuses avec le gouvernement que nous présentons, puisque la suppression des cotisations sociales de tous les salariés, plus la désocialisation des heures supplémentaires, c'est largement supérieur aux mesures budgétaires de la loi TEPA, qui avait un défaut, c'est de ne profiter qu'à ceux qui payaient de l'impôt sur le revenu. Et il y a 40% des ouvriers et des employés de France qui, vous le savez, ne payent pas d'impôt sur le revenu. Ce que propose le gouvernement est encore plus juste socialement pour la France qui travaille. Exonération de la part salariale des cotisations sociales sur les heures supplémentaires et complémentaires, et ce, sans prévoir une quelconque contrepartie pour les comptes publics de la sécurité sociale. Et nous ne pouvons souscrire à une telle mesure. Tout d'abord parce que les organismes sociaux fonctionnent grâce aux recettes engrangées par le prélèvement des cotisations, tant salariales que patronale. Lorsque la sécurité sociale perd de ses moyens financiers, seules deux issues sont possibles, l'endettement croissant ou la baisse de la qualité de leurs services. Madame la ministre, alors même que notre pays compte près de 9 millions de citoyens précaires, ne vous semble-t-il pas déraisonnable de dégrader ainsi le bon fonctionnement de notre sécurité sociale? De plus, nous ne pouvons non plus souscrire à la logique de l'exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires dans la mesure où cela inciterait les employeurs à davantage y avoir recours. Cette mesure est à rebours des politiques menées depuis des décennies en matière de temps de travail. Alors que notre pays compte 9% de chômeurs et que nous entrons progressivement dans une société de la raréfaction de l'emploi, tous les indicateurs devraient inciter à la réduction du temps de travail. Vous vous livrez à une pratique opposée à tout bon sens que vous justifiez par un gain de pouvoir d'achat pour les travailleurs, qui sera pourtant, selon toute vraisemblance, anéanti par la sous-indexation des prestations sociales prévues dans le PLFSS. Mes chers collègues, il y a 10 ans, Nicolas Sarkozy nous proposait de travailler plus pour gagner plus. Avec l'exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires, M. Darmanin nous présente désormais le travailler plus pour ne pas perdre en pouvoir d'achat. De mieux en mieux, dirions-nous, non sans ironie. Merci. Depuis des années, notre commission, en effet, souhaite que la sécurité sociale soit à l'équilibre. C'est la première fois depuis le début du XXIe siècle que le gouvernement présente un budget de la sécurité sociale en équilibre. Le transfert, il procède plutôt au transfert à la CADES d'une partie de la dette portée par la COS. Sur le périmètre du PLFSS, au niveau de l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du FSV, nous avons un excédent de 200 millions, 0,2 milliards. Il y a un excédent aussi à rapporter au niveau des dépenses de 509 milliards, 6. D'où vient ce léger excédent dans le PLFSS qui nous est soumis? Provient en premier lieu de la progression des recettes dans la continuité de la tendance observée depuis plusieurs années. Même si la hausse des recettes devait ralentir l'an prochain, elle devrait tout de même atteindre 2,6%. Notamment sous l'effet de la croissance attendue de la masse salariale du secteur privé. Provient ensuite de plusieurs mesures ponctuelles qu'on pourrait considérer comme des recettes de poche non renouvelables. Je pense au décalage du 1er septembre de l'entrée en vigueur de l'exonération des cotisations salariales sur les heures supplémentaires. Une économie de 1,3 milliard, et notamment en 2019, par rapport à une entrée en vigueur prévu initialement au 1er janvier. Et dans le même ordre d'idées, je pense au décalage au 1er octobre de l'intégration des contributions patronales d'assurance chômage dans les allègements généraux, qui représentent une économie de 2,5 milliards d'euros. Le très léger excédent proposé provient enfin du quasi-gel 0,3% d'un très grand nombre de prestations sociales, en particulier les pensions de retraite et les allocations familiales. La Commission des affaires sociales ne peut pas partager votre logique. Tant que ce sévère coup de frein, qui devrait durer 2 ans, fait suite à une augmentation de la CSG non compensée pour les retraités de l'année dernière. L'exercice 2019 sera celui de la grande bascule du CICE vers les allègements de cotisations et de contributions sociales massifs, compensés par des affectations de TVA. Ainsi, les contributions salariales d'assurance chômage ne sont plus payées par les intéressés,
et devrait donc disparaître en droit en 2019. Les contributions patronales d'assurance chômage et aux retraites complémentaires devraient être intégrées dans les allègements généraux dès l'année prochaine. L'exonération des heures supplémentaires et les baisses de forfait social ne seront pas compensées. Je considère que le principe de compensation doit être conservé, quitte à ce qu'on lui fasse à l'avenir des exceptions. Car le principe de compensation est aussi un principe de responsabilité pour les autorités de l'État. Il ne faut pas faire les poches de la Sécu avant même que celle-ci ne soit pleine et à minima que subsiste une dette sociale. Je vous rappelle que nous sommes quand même dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale et que nous sommes dans le cadre des recettes. Si nous diminuons les recettes de la sécurité sociale, on diminuera obligatoirement les dépenses. Alors, nous avons besoin de raffermir la position de nos hôpitaux. Nous avons besoin de lutter contre la désertification médicale. Nous avons besoin de former des professionnels de santé et ça coûte. Si vous diminuez les recettes, ne vous plaignez pas qu'on vous ferme vos hôpitaux locaux. Ne vous plaignez pas que les hôpitaux ne marchent pas bien et qu'il y a des déserts médicaux. Excusez-moi de dire comme ça, c'est peut-être pas très diplomatique, mais en attendant, c'est ce que je ressens. Et si on diminue les recettes de la Sécu, on diminue les dépenses. Et si on diminue les dépenses, on va obligatoirement avoir une santé qui sera moins bonne. Merci, Monsieur le Président.